Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'Espace pour demain. Nous ouvrons cette table ronde consacrée à un sujet central, l'intelligence artificielle et l'évolution des métiers de l'agriculture. Car l'IA ne change pas seulement les outils, elle bouleverse aussi la manière de travailler, de conseiller, de gérer, de décider. Quels métiers vont se transformer? Quelles nouvelles compétences sont nécessaires? Et surtout, comment garder l'humain au centre? Ça sera l'objet de notre table ronde. Autant de questions que nous allons explorer ensemble ce matin. Pour introduire nos échanges, j'ai le plaisir de donner la parole à Jean-Alain Divana, qui est le vice-président de la Chambre d'agriculture de Bretagne et responsable de l'Espace pour demain. Un petit édito pour ouvrir et poser les grandes questions d'enjeu pour cette table ronde. Merci Jean-Alain. Merci Olivier et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux encore ce matin comme hier matin. Donc j'espère que quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion peut-être hier déjà de parcourir les allées de ce salon. Et bienvenue sur cet espace pour demain donc, que développe la Chambre d'agriculture avec l'organisation du space et avec bien sûr tous les exposants et les entreprises qui innovent. Donc le sujet cette année c'est l'intelligence artificielle, agricole. Donc on fait le pont entre deux choses radicalement opposées, l'artificiel et le terre-à-terre, nos animaux, qui est très concret, qui est très quotidien aussi, forcément. Et l'objectif au travers de cet espace, c'est justement de décortiquer ce sujet, de voir quelles sont les innovations, où est-ce que ça nous amène. Ce sera le débat avec nos intervenants tout à l'heure. Donc un sujet qui avance à vitesse exponentielle, je dirais, dans la société, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans nos métiers. Et donc pour ce qui est de l'élevage, notamment au cœur de ce salon, c'est de vous apporter des pistes sur comment ça se développe, quels impacts ça aura et comment surtout, et au niveau de la Chambre d'agriculture, on insiste là-dessus, comment cela va impacter nos métiers et comment on peut investir dans ces nouvelles technologies. Donc hier, la table ronde à la même heure développait surtout les implications et les conséquences de l'IA sur nos filières. Aujourd'hui, donc c'est la conséquence sur les hommes et les compétences d'exploitants, forcément dans la gestion de nos fermes, mais aussi de tous nos collaborateurs dans les exploitations, mais dans les structures qui nous environnent et les services qui sont autour de nous. Et demain, nous traiterons dans le même format et à la même heure aussi du problème de la propriété de la donnée, de la dépendance éventuellement aux services et aussi est-ce que ça a une valeur marchande et comment est-ce qu'on gère ça dans le terme. Donc merci à nos intervenants de développer leurs compétences sur ce sujet-là. Merci à Olivier qui va animer cette table ronde. Et bonne table ronde d'abord et bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci Jean-Alain. Passons maintenant donc à nos intervenants, chacun porteur d'un éclairage différent. Voici nos différents intervenants, on les présente. Amira Riahi, chargée de mission Data et IA, Chambre d'agriculture de Normandie. Bonjour Amira. Alors, elle modernise le conseil agricole en intégrant données et innovations numériques et accompagne conseillers comme agriculteurs dans l'appropriation de l'IA. Pierre-Henri Hamon, gérant d'une ETA en Bretagne. Vous êtes entrepreneur de terrain. Vous intégrez progressivement l'IA dans les travaux agricoles. Vous nous expliquerez comment. Et dans la gestion également des différents chantiers. Damien Dupuy, vous êtes directeur de projet chez Serre France Bretagne. Vous êtes expert du conseil économique. Vous interrogez ainsi l'IA, comment elle peut apporter sur ce qu'elle ne remplacera peut-être jamais dans la relation aux agriculteurs. Alban Pobla, Alban, vous êtes directeur Smart Décision chez Innoval Développement. Vous développez un conseil décloisonné et prospectif pour mettre l'IA et la donnée au service des éleveurs et de la performance durable. Laura Nojac, bonjour Laura, vous êtes élue Chambre d'agriculture du Morbihan. Vous êtes dans le collège salarié agricole. Donc, quelque part, vous êtes aux côtés également de Pierre-Henri. Et donc, c'est intéressant d'entendre également votre point de vue en tant que responsable bloc maternité en production porcine. Voilà, vous incarnez ainsi la vision des jeunes élus et des salariés agricoles avec un regard concret sur les réalités de terrain et l'évolution des compétences. Voilà, si un mot devait résumer pour vous l'impact de l'IA sur les métiers agricoles, lequel vous commenceriez à choisir?
Amira Riahi, à vous la parole. Quel serait ce mot? Un mot. Opportunité. Opportunité. D'accord. Vous pouvez juste nous dire en 2 mots pour quelle raison vous choisissez ce terme? Parce qu'en fait, on est au rendez-vous avec une opportunité énorme qui est déjà là et qui transforme déjà nos métiers et notre quotidien carrément. Et donc, on est au rendez-vous. Soyons prêts et tirons le maximum. Très bien, merci. À vos côtés, donc, Pierre-Henri, le mot. Moi, je dirais rester critique. Critique. Et critique par rapport à quoi et comment? Parce que l'IA va nous amener d'énormes opportunités, j'en suis conscient. Et aujourd'hui, en fait, c'est très important que les utilisateurs, ceux qui vont devoir acquérir ces compétences-là, ils sachent contrôler aussi ce que l'IA fait. Parce qu'en fait, le point qu'il faut savoir, c'est que tout est sur le cloud et aujourd'hui, la donnée va être vue et maîtrisée en instant T par d'autres sociétés, des très grandes sociétés bien au-dessus des producteurs. Et donc, il faut que l'utilisateur reste très critique. D'accord, donc garder une certaine forme de distance tout en étant dedans en même temps. Voilà, c'est toute la complexité de notre monde. Alors, Damien, vous, quel est votre directeur de projet Serre France? Quel est votre mot-clé? Le mot-clé, je dirais gain de réactivité. D'accord. Effectivement, derrière l'instantanéité des données qui vont nous arriver, je pense que on a une vraie opportunité de pouvoir apporter un conseil plus rapidement, plus pertinent à nos adhérents, à nos agriculteurs. D'accord. Alban Pobla, donc directeur Smart Decision chez Innoval Développement. Le mot-clé. Bonjour à tous. Bonjour. D'abord, et je pense au mot hybride. Ça a été évoqué en introduction. On est entre le terrain, la donnée concrète, l'action concrète, et puis les modèles virtuels, les modèles de jumeaux numériques. Et l'intelligence artificielle permet de faire le lien entre les deux et d'apporter un accès facile à une information utile de décision sans avoir à manipuler soi-même toutes ces données. Très bien. Réponse maintenant de Laura Anojac sur la même problématique. Le mot-clé qui résume au mieux l'impact de l'IA selon vous, quel serait-il? Pour moi, je pense que je dirais soutien. Parce que ça peut être aussi un moyen d'aider donc dans le métier à prendre des décisions et puis à soulager certaines tâches dites pénibles et répétitives. Très bien. Merci en tout cas pour voilà, ce petit brief d'ouverture pour comprendre un petit peu aussi votre position par rapport à l'IA. C'est toujours intéressant de voir à travers un mot très synthétique comment vous pensez et voyez un peu l'avenir avec l'IA. On va ouvrir avec vous, Amira. Pourquoi la Chambre d'agriculture s'investit-elle aujourd'hui dans le développement de l'IA? Est-ce que vous avez une vision très précise ou est-ce qu'on vous a dit allez-y, foncez dans l'IA? Très belle question pour démarrer. Effectivement, je reviens à opportunité. Ouais. Je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui est une opportunité pour le secteur agricole qui certes fait face à des enjeux majeurs et nombreux. Je pense notamment au changement climatique, à la compétitivité, à l'attractivité du secteur qui peine à recruter. Donc l'intelligence artificielle vient apporter des solutions et des réponses et c'est un changement majeur. C'est un changement majeur avec des impacts énormes et qui arrive rapidement. Et là, c'est l'ADN de la Chambre, c'est d'accompagner les agriculteurs dans leur transition en douceur, avec la promotion de ces nouvelles technologies qui vont aider l'agriculteur à optimiser, à s'adapter mieux à son métier et à produire mieux. Alors, l'accompagner, le conseiller, mais aussi être en capacité d'anticiper, j'imagine, aussi très en amont aujourd'hui. Effectivement, parce que l'agriculture, pour les personnes du métier, c'est un secteur très difficile à anticiper. On est soumis à des paramètres très variables. C'est un domaine complexe, multivarié. Donc on a le climat qui est très difficile à anticiper, à prédire. On a la santé des animaux, par exemple. L'équation est vraiment complexe dans ce domaine et l'intelligence artificielle a cette spécificité de pouvoir gérer le volume important de données et de venir anticiper et prédire ces changements pour faire face à demain. D'accord, donc quelque part l'IA, c'est penser un peu la complexité et d'être en capacité d'apporter une réponse par rapport à ce monde avec énormément de facteurs à prendre en ligne de compte aujourd'hui, à partir du moment aussi on a sur le terrain tous les éléments pour les transmettre et faire en sorte que le conseil soit le plus pertinent possible, bien entendu. Tout à fait.
Quel bénéfice aussi vous pensez que l'IA peut apporter au conseil agricole parce que, encore une fois, les chambres d'agriculture, c'est du conseil, hein, beaucoup de conseils de plus en plus. Et ça a toujours été le lien, la raison d'être en fait des chambres. Le conseil agricole, il va changer selon vous aujourd'hui, demain? Comme tous les métiers, hein, ça change. Mais ce qui est positif, c'est que ça va aider à accéder plus facilement à l'information. Donc l'accès à l'information précise et fiable, scientifique, ça sera plus simple, avec une vision plus globale sur l'exploitation. Je rappelle que les paramètres sont nombreux, donc il faut avoir la capacité de voir d'une manière vraiment globale et générale. Et en plus, le conseil, ça laisse encore plus le temps pour un conseil encore plus personnalisé, encore plus terre à terre, et qui laisse le temps à l'échange et qui remet l'humain dans le cœur de ces échanges. Pierre-Henri, est-ce que vous partagez c'est une belle ambition. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'on va l'atteindre, cette ambition? Alors si on va l'atteindre, je ne sais pas, je pense que oui, j'espère que oui. Je partage complètement l'effet d'opportunité que nous apporte toute l'intelligence artificielle et également la conclusion de ma collègue sur vraiment l'opportunité de rapprocher, d'amener plus d'humains, plus de concret, on va dire, de support objectif à la discussion. Et surtout pour vous, vous êtes dans un métier où vous êtes vraiment au cœur des exploitations. On rappelle ce que vous faites. Hein. Vous êtes donc gérant d'une ETA, ETA Amont, hein, c'est ça, tout simplement. Tout simplement. Et vous êtes combien dans votre... Aujourd'hui, on est une centaine de personnes, Et notre métier, en fait, ça consiste à apporter en fait des prestations de services à nos clients qui sont agriculteurs sur toute la partie parcellaire, donc toutes les activités, travaux des champs. Et aujourd'hui, en fait, notre souhait, c'est de dire, OK, ils nous font confiance pour toute la partie culture. Donc, comment nous, à notre niveau, on peut s'engager à leur apporter le maximum de valeur ajoutée, que ce soit économique, mais aussi environnementale, sociale, et pour amener de la pérennité, puisque demain, en fait, ils vendront des crédits carbone. On l'espère. Ils vont être capables demain de mettre en place et de valoriser tout ce qu'on entend sur l'IA et les conseils qui vont arriver. Mais comment nous, des champs, on leur donne accès à toute cette donnée qu'on doit être capable de collecter. Et en fait, c'est là où il y a énormément d'opportunités, je pense, pour eux et pour nous demain, pour là aussi amener plus d'échanges, plus de concret dans nos discussions. Alors vous dites qu'il y a des opportunités. Maintenant, qu'est-ce que vous faites au sein de votre entreprise pour faciliter le travail de vos salariés et qu'ils puissent permettre d'atteindre ces opportunités? Alors au tout départ, si on revient un peu sur l'histoire, tout a démarré par ce qu'on appelle l'agriculture de précision, qui a apporté en premier temps beaucoup de confort. Par l'autoconduite des engins agricoles. Avec les satellites qui satellifiaient, voilà. Tout simplement. Donc là, on a amené beaucoup de confort. Donc c'est ce que disait la personne de la chambre d'agriculture, ce que vous disiez, c'est exactement ça. Premier niveau, le confort. Et le fait de plus conduire permet de se consacrer beaucoup plus en fait à l'agronomie et ce qui se passe autour. Ça, c'est quelque chose qu'on voit directement. Ensuite, le deuxième niveau, c'est qu'on s'est mis à collecter de la donnée. Donc aujourd'hui, on a une masse de données, une masse d'informations. J'en parlais au début, je disais, voilà, nous on a beaucoup de données, aujourd'hui on ne sait pas trop quoi faire avec. Sauf qu'aujourd'hui avec l'IA, on commence à être capable par exemple d'extraire des informations comme, voilà, aujourd'hui sur votre commune, c'est telle variété qui a eu la meilleure performance avec tel itinéraire culturel pour accompagner nos clients. Voilà, par exemple. Et maintenant, quelque part, vous dites sur le fronton de votre entreprise, société Amont, collecteur de données, par exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire parce qu'on ne peut pas la valoriser. Donc voilà. Mais c'est vraiment un souhait en tout cas, donc je suis très content d'apprendre qu'il y a autant de gens qui travaillent sur le sujet. Et aujourd'hui, donc pour terminer, on va dire la chronologie, on arrive sur l'utilisation de l'IA de manière instantanée en fait. C'est-à-dire qu'on a cette donnée, comment par rapport à ce qu'on a, on sort quelques informations tout de suite intéressantes. Mais il y a aussi le fait qu'on a des technologies embarquées aujourd'hui sur les pulvérisateurs. Ça, c'est la première solution qu'on a trouvée avec un fabricant français là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les caméras, en fait, grâce à l'IA embarquée, vont analyser en instantané les adventices qu'elles découvrent devant elles, et ne déclencheront le traitement que si l'adventice est présente. Et là, par exemple, sur 2024 déjà, là on continue en 2025 les essais, mais en 2024, on a fait quasiment 75-80% d'économie de phyto sur ces herbicides localisés. Et on espère, là, les tests qu'on a lancés, c'est sur le gain de rendement pour toutes les zones qui n'ont pas été traitées. Puisqu'en fait, ils ne seront pas sujets à phytotoxicité. Voilà. Donc, et là, en fait, on arrive à combler et l'environnement et l'économique. Donc en termes d'apport de plus-value, de valeur ajoutée pour nos clients, ça match. Et troisième pilier, peut-être l'aspect social, puisque peut-être vous aurez des salariés qui seront peut-être plus intéressés par vos métiers, parce que plus attractifs, plus intéressants, moins risqués aussi, non? Alors on a déjà la chance de travailler avec des gens passionnés, on a déjà ces gens-là, donc ça c'est déjà super. Le métier de TA attire et ça c'est vraiment très bien.
je pense que ça va entretenir et ça leur permettre aussi de se développer, d'accompagner, d'apprendre. Et aujourd'hui, donc c'est une véritable opportunité pour eux, pour nous, mais c'est aussi un véritable défi, puisqu'en fait, comment on les forme à tout ça demain, tout en restant critique. C'est pour ça que j'ai dit ça au début, c'est qu'en fait, le logiciel, tout est automatique, c'est super, ça paraît rose, sauf qu'en fait, dans quel cas, il faut lui mettre des limites hautes et basses, quoi. Oui. Très concrètement, sur le terrain, on ne peut pas laisser la machine agir toute seule. Et donc, qu'est-ce que vous préconisez? Faut qu'il y ait toujours un humain à côté de la machine, c'est ça? Alors à l'avenir, je pense qu'ils évolueront pour peut-être que non. Aujourd'hui, clairement, avec les différentes solutions qu'on utilise, oui, il faut absolument quelqu'un en cabine qui reste critique. Parce qu'on entend quand même le discours, y compris au niveau des machines. On voit le chien, le robot chien. Bon, on dit l'éleveur il va se coucher et puis le robot chien s'occupe des poules, entre guillemets, quoi. Enfin, peut-être. J'exagère un peu, mais enfin, c'est quand même l'argument qui est porté. Non, je pense qu'on y arrivera. Je pense qu'on y arrivera clairement avec la vitesse où la technologie avance. On y arrivera. Après, ici, on est dans un territoire, on est dans le Grand Ouest de la France. Oui. C'est un territoire de bocage. Oui. On n'est pas dans les plaines. Il y a quelques éléments paysagers à prendre en compte. Exact. Oui. Voilà. Donc, ce qui fait que ça retardera aussi l'accès à toutes ces technologies complètement autonomes. Très bien. Damien Dupuy, donc vous êtes de Serre France Bretagne. L'IA va-t-elle transformer le métier de comptable agricole? Doggy est là, du groupe Maïs Adour, et qui vient écouter avec attention votre réponse. Je suis flatté d'avoir dans l'auditoire un chien. Et il a reçu un Innov Space 3 étoiles, on peut l'applaudir. Alors... Je laisse le public applaudir le chien. Non, c'est vous qu'on applaudit maintenant. Ah, d'accord. Oui, alors évidemment, dans nos métiers, l'arrivée de l'IA, c'est une véritable révolution. En fait, si on écoute un petit peu la radio, on entend dire que finalement, les métiers qui vont être immédiatement touchés par l'IA, parmi ces métiers, il y a la comptabilité. Alors c'est vrai que on va demander au chien juste de se calmer, parce que en fait les gens regardent le chien, nous aussi, on se dit il va sauter sur quelqu'un alors qu'il est très calme, et on vous écoute pas vraiment. En plus vous nous parlez de comptabilité, franchement on a ouais, c'est vraiment chiant, je sais bien. J'ai pas dit ça. Alors je précise, je ne suis pas comptable. Vous n'êtes pas comptable. Voilà. Il y a quand même un problème à un moment donné, quand même. Bon, expliquez-nous alors. Allez-y. Ouais, alors en fait, pour comprendre pourquoi nos métiers sont impactés, c'est important de comprendre comment on fonctionne aujourd'hui, en tout cas comment on fonctionnait jusqu'ici. En gros, dans nos métiers, il y avait 3 catégories de métiers. Il y avait les personnes, alors sur la partie, on va dire, du chiffre, comptabilité, on a les personnes qui saisissaient les factures. Bon, une facture arrive, il faut la rentrer dans l'ordinateur. Okay, alors c'est vrai que certaines choses sont automatisées aujourd'hui, mais ça reste plutôt artisanal, on va le dire. Ouais. Ensuite, une fois que les chiffres sont dans l'ordinateur, il faut les classer dans la compta. Il faut les classer au bon endroit. Ça, c'est un autre métier. Ça s'appelle la comptabilité. Avant, c'était la saisie comptable. Et puis, une fois que tous les chiffres sont au bon endroit, dans les bonnes cases, il faut les interpréter. Et ça, c'est plutôt le conseil. L'arrivée de l'IA fait que les 2 premiers métiers, la saisie et le classement des informations au bon endroit, tout ça est en train d'être automatisé. Donc il y a quelques années, en 2019, il y a une loi qui est arrivée qui a dit bientôt, en 2026, toutes les factures seront informatisées. On appelle ça la facture électronique. Et donc on sentait bien que dans les années qui allaient suivre, on allait avoir une masse de données considérable qu'on allait pouvoir finalement, on n'a plus besoin de la saisir puisqu'elle arrive déjà au format numérique. Et l'idée, c'était de servir de l'intelligence artificielle pour prendre ces données qui allaient arriver en masse et les mettre directement dans les bonnes cases. Donc c'est une vraie révolution dans nos métiers, dans nos entreprises. Et ça fait déjà quelques années qu'on s'attelle à la tâche pour accompagner nos collaborateurs en interne pour transformer les métiers, comme on dit. Et aujourd'hui, vos collaborateurs, vos collègues, ils sont totalement... on va dire sensibilisés à ce sujet. Ça y est, tout le monde est converti à l'IA au sein de Serre France, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser, de formation, de compréhension? Alors le plus difficile, je pense que tout le monde a bien intégré le fait que l'IA était là, c'est un fait, c'est une opportunité. Oui. Ça va permettre à un certain nombre de collaborateurs de ne plus avoir de tâches, on va dire, qui ne sont pas quand même super passionnantes. La saisie comptable, c'est quand même pas le truc le plus génial. Donc l'IA, elle est là, les outils évoluent. La préoccupation des collaborateurs, c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ça en fait. Est-ce que je vais avoir les compétences pour changer de métier? Puisque de toute façon, je ne ferai plus de saisie comptable. Donc, comment je fais demain pour trouver ma place dans une entreprise comme la nôtre ou dans d'autres entreprises? Et c'est là où l'acculturation est en cours
Et ça prend du temps parce que c'est des processus humains, donc ça prend du temps. D'accord. Est-ce que la facture pour l'éleveur baisse un peu puisqu'il y a moins de saisie, moins de travail au niveau de Serre France et que finalement, de votre entreprise ou d'autres, et qu'on se retrouve avec donc moins de travail à réaliser. Donc normalement, l'éleveur devrait avoir une note moins élevée à la fin, non? Je sais pas. Alors, qui a préparé les questions? C'est moi. C'est l'intelligence artificielle. C'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est la question, hein. Non, effectivement, vu de l'agriculteur, bah oui. Il dit mon comptable, il a même plus à saisir les factures, tout est reçu informatiquement. Voilà. Bon, effectivement, le temps passé par les comptables, il va diminuer énormément. Oui. Et c'est l'objectif. Par contre, pour réaliser ce traitement automatisé, il y a de l'investissement informatique qui est très très conséquent. Hier, vous l'avez vu sur le plateau, on disait que c'était des investissements lourds qui nécessitaient des bases de données très importantes. Et finalement, c'est un report de coûts, mais ça coûte pas moins cher à l'entreprise de passer à l'IA. Je pense même que ça coûte plus cher. Mais... D'accord. Très bien. On va écouter justement Alban Pobla, Alban Pobla, qui donc travaille sur ce sujet-là. Il est directeur de Smart Decision chez Innoval Développement. Vous pouvez peut-être expliquer ce que vous y faites et quel est votre travail au sein de cette société. Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? Avec plaisir. Donc, tout le monde connaît la coopérative Innoval, mais en fait, au-dessus de la coopérative, il y a le groupe Innoval qui contient plusieurs business units, dont Cinetix, par exemple, sur la repro. Et à côté, il y a Innoval Développement qui est un peu en charge notamment de l'innovation et des métiers annexes à ceux de la coopérative. Notre métier, c'est de fournir des outils aux éleveurs. On a 28 000 adhérents éleveurs dans la coopérative, mais on sert aussi des marchés à l'international. Donc, ça représente des centaines de milliers d'agriculteurs. Et notre métier, c'est, en tout cas dans le pôle que je dirige, qui contient plusieurs entreprises, c'est d'aller de la donnée brute à la décision. Donc on est spécialiste de l'analyse de données. Et donc chez Innoval, l'ambition qu'on a à travers le pôle Smart Decision, c'est d'écouter tout ce qui a pu être dit ici, j'enchaîne Olivier, oui. Tout ce qui a pu être dit ici sur le fait que c'est des métiers hybrides, on doit structurer la filière. L'intelligence artificielle, elle n'est pas que dans le tracteur, comme disait Monsieur Hamon, mais elle est aussi dans l'ensemble de la filière. Quand on capte une donnée sur le terrain, elle doit remonter au vétérinaire, elle doit remonter aux instances, etc. Elle doit remonter à l'expert comptable. Et donc l'enjeu, qu'on a chez Innoval, c'est de construire ces outils de demain pour que les agriculteurs et les éleveuses, par exemple, n'aient plus à saisir elles-mêmes et eux-mêmes les informations. Donc avoir des chatbots, par exemple, où on peut converser en langage naturel, qui alimentent automatiquement les données. Avoir des systèmes qui captent des données automatiquement sur l'exploitation pour libérer du temps utile et supprimer les tâches répétitives ou voire dangereuses que font les salariés agricoles ou les éleveurs, pour que ce soit du temps à mieux concevoir sa stratégie d'exploitation. L'idée, c'est pas de remplacer la décision. La décision, elle appartient à l'éleveur. Mais si on lui donne tous les outils d'observation constant des animaux, des cultures, des bâtiments, et éventuellement de données tiers comme les contraintes de la PAC, les contraintes économiques, la météo, etc., les performances effectivement sur des nouvelles espèces, là on va amener des éleveurs qui vont être encore une fois hybrides, un peu technophiles. Ils ont toujours été technophiles, les agriculteurs. Ils aiment réparer leurs tracteurs depuis la mécanisation, et maintenant ils aiment toucher aux outils numériques. Donc moi j'aime pas quand on dit que l'agriculture est en retard sur les autres secteurs, c'est pas vrai. Les tracteurs automatiques, il y en a beaucoup plus que de voitures autonomes. Je suis désolé. Enfin, tu peux confirmer. Tout à fait d'accord sur donc c'est un secteur qui est consommateur de ça, qui est beaucoup plus technophile qu'on le pense. Les early adopters, ils représentent entre 20 et 30% parfois de la population, ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines. Mais on doit faire des outils qui sont utiles, ergonomiques, et le point qui a été évoqué tout à l'heure, rentables. Nous, nos éleveurs, ils nous achètent rien quand on produit quelque chose si c'est pas rentable. Donc c'est pour ça qu'on a toujours 2 ans d'expérimentation via la cellule d'innovation pour valider les retours sur investissement. Donc beaucoup de réponses, mais c'est vaste. Un gros travail en amont de préparation, de mise en place, de développement, de recherche et de développement pour pouvoir avoir un résultat plutôt finalisé, avec du conseil peut-être plus pertinent, plus affiné. Maintenant, est-ce qu'on risque pas de noyer l'éleveur dans une somme encore plus d'informations, de données, même si on dit que c'est traité, comme vous dites, il y a quand même la décision finale, c'est lui. Donc à un moment donné, il va quand même devoir prendre en compte toutes les informations que vous lui transmettez. Et comme il y a de plus en plus d'informations, de plus en plus de données, de plus en plus de conseils, en plus il y a les conseils qui se mettent les uns par rapport aux autres. Donc
comment on s'est retrouvé dans cette jungle qui arrive sur nos écrans et qui tout le monde a le droit d'exister. Donc moi je propose un conseil, un autre un conseil. Ça va être la bataille du conseil demain, non? Oui, donc il y a deux angles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'angle filière, il ne faut pas que les outils se multiplient, sinon personne ne va les utiliser. Donc c'est l'enjeu des entreprises que je pilote, c'est de faire en sorte qu'au final, il n'y ait qu'un seul tableau de bord, quelles que soient les données qu'on récolte sur le bâtiment, la météo, les modèles techniques, l'information qu'on recueille sur les animaux, l'analyse du lait, etc. Tout ça se soit restitué dans un tableau de bord qui est suffisamment simple pour être bien suivi, qui envoie les bonnes alertes au bon moment, à la bonne quantité, et éventuellement à la bonne personne. Des fois, l'alerte, elle a besoin d'être envoyée à l'éleveuse, elle a besoin d'être envoyée parfois au technicien, parfois au vétérinaire. Voilà, c'est le système qui va être paramétré avec l'agriculteur quand on l'installe chez lui, qui va décider de ses niveaux d'interaction. Il y a des agriculteurs qui veulent tout avoir sur leur smartphone. Il y en a, ils veulent pas être trop dérangés. Mais ça dépend des sujets. Un vélage, on veut être prévenu très rapidement. S'il manque un petit peu d'eau à 8 heures, si on la met à 9 heures, c'est pas trop grave dans les autres. Voilà. Donc ça dépend des sujets. Il y a vraiment, s'il y a une maladie très grave, il faut tout de suite l'identifier et réagir. Voilà. Ça dépend des sujets. Donc, mais c'est pas seulement, encore une fois, au niveau de l'éleveur que ça se passe au niveau de toute la filière, je suis tout à fait d'accord. Il faut des outils qui relient tout le monde et qui sachent analyser l'information massive pour en faire un outil de décision. On n'est pas là pour donner de l'info quantitative aux agris, on est là pour donner de l'info qualitative et résumée. D'accord. Mais on l'a vu hier, à travers les échanges qu'on a eus sur cette table ronde, la difficulté des différentes filières à s'organiser, à se mettre ensemble pour travailler toutes les coopératives ensemble, quelque part, pour pouvoir produire des éléments forts, puissants de données, notamment faire face à d'autres pays émergents, enfin émergents, ils sont plus émergents maintenant, l'Asie ou l'Amérique. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à se mettre tous ensemble. En fait, ça avance de manière un peu fractionnée, chacun avance ses pions, ses startups, ses plateformes, en estimant que peut-être qu'ils vont réussir mieux que d'autres, en fait. Oui, c'est vrai, mais en fait, faut être fier de ce qu'on fait en France. Nous, on est contactés chez Innoval par des pays d'Europe qui nous disent, mais votre filière bovine, votre filière lait, enfin bovine viande, je veux dire, ou bovine lait, oui, bien sûr, elle est exceptionnelle en qualité, en sanitaire. Elle est très réglementée, certes, mais c'est ce qui fait la force de notre agriculture. Et on a des gens très compétents. C'est ça qu'il faut, c'est qu'on a tout ce qu'il faut en France. On a vraiment des savoir-faire formidables. Exactement. Et donc le rôle d'entreprise comme la nôtre, c'est justement d'agir au sein des filières pour que l'agriculteur, encore une fois le vétérinaire et tous les opérateurs communiquent ensemble. Et il faut vraiment être conscient que il y a une bataille, effectivement, et tant mieux, c'est de la concurrence entre des entreprises start-up ou pas start-up, elle est saine. C'est ça qui drive l'innovation. Si on était tout seul sur le marché, on serait peut-être pas très bon. Le fait qu'on est challengé, y compris en Bretagne, et ben top, c'est génial, ça nous oblige à bouger. Et moi, je suis plutôt content qu'il y ait de l'effervescence de solutions. Et tout l'enjeu du pôle Smart Décision qui a été créé chez Innoval et dont j'ai pris la direction, c'est ça, c'est de la start-up qui est sur l'IoT, celle qui est sur le contrôle par les images, celle qui fait des tableaux de bord, on travaille tous ensemble et ça devient une offre néo, pardon de faire de la pub, mais chez Innoval, qui est totalement intégrée et qui va jusqu'à conseil sanitaire, vétérinaire, chaleur, ambiance bâtiment. C'est ça l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un outil où l'éleveur ou l'éleveuse, il a pu jongler avec plein de choses. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Il y a plein de capteurs qui utilisent différents modèles de communication dans la ferme. Il faut ce qu'on appelle des gateways, des passerelles. On construit ces passerelles avec plein de capteurs sur tous les réseaux qui existent, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, tout ce que vous voulez. Et comme ça, l'agriculteur, il n'a pas à acheter plein de passerelles différentes. En une seule passerelle, il peut faire communiquer tous ces capteurs qu'il a dans la ferme, que ce soit des caméras, sondes d'humidité dans le bâtiment, de remplissage de l'eau, etc., etc. Et ça, c'est faut pas avoir peur de ça, ça arrive et c'est super. Et des entreprises comme la nôtre, on n'est pas les seuls, on est en train d'uniformiser effectivement la restitution sous forme de tableau de bord que ça apporte, qu'on apporte aux éleveurs et aux éleveuses. Passez le micro à votre collègue Laura Nojac, qui est salariée dans le monde agricole. Vous pouvez nous repréciser votre fonction essentiellement ? Oui, moi je suis responsable du bloc maternité dans une maternité collective. D'accord. Et donc vous travaillez pour le compte d'une ETA également, c'est ça ? Alors c'est une SCEA, donc c'est 4 agriculteurs qui
qui se sont associés et qui ont créé en fait le site Naissage. Donc où on est que des salariés sur ce site et eux réceptionnent les porcelets après sevrage un certain poids et c'est eux qui les engraissent et qui les amènent à l'abattoir. Alors vous êtes également élu à la Chambre dans le collège salarié. Quelle est votre vision de l'IA en tant qu'élu, outil d'aide et d'assistance? Comment vous le concevez? Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Vous avez eu des formations sur cette question aujourd'hui ou pas? Alors nous, on n'a pas eu de formation encore sur l'IA. C'est vrai que c'est récent. Voilà. Moi, ce que j'en vois, c'est un outil innovant qui est du futur. Je crois que quoi qu'on en dise, il faudra aller vers ça. C'est un outil pour moi d'aide, de soutien. Vous voyez déjà très pratiquement, très concrètement ce que ça peut apporter en termes de pratique pour soulager peut-être des travaux pénibles, répétitifs ou autres? Oui, on le voit très bien. Aujourd'hui, on a tout un système. Par exemple, on peut mettre en place une IA couplée à un robot de lavage, par exemple. Parce que nous, on sait que dans notre secteur, les tâches un peu pénibles, le lavage, ça revient assez fréquemment. Et donc, l'IA pourrait détecter les zones plus sales et dire au robot, insiste sur cet endroit. Ça pourrait aussi faire économiser du temps aux personnes qui travaillent là. Du confort, parce que du lavage, quand vous avez je sais pas combien de barres de pression dans les bras pendant des heures, c'est assez fatigant. Et aussi un gain d'eau qui est une ressource qui est importante chez nous en tout cas, parce que là où le robot mettra peut-être moins de temps à laver parce que plus précis, il y aura peut-être moins de gaspillage d'eau, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi qui existe des sondes dans les salles qui permettent d'analyser des bruits et qui peuvent appeler l'éleveur ou le salarié en disant voilà, dans telle salle, j'ai entendu un son particulier, il y aura peut-être de l'atout, donc venez intervenir. Des alertes qui apparaissent sur un certain nombre de tableaux de bord, voilà. Il y a ça. Il y a des caméras aujourd'hui en 2D, 3D qui filment les animaux et qui peuvent envoyer une alerte en disant tel animal ne s'est pas levé pendant tant de temps. Allez voir si à tout hasard il n'y aurait pas une boiterie ou ça. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez passé peut-être plus de temps devant l'écran pour vérifier toutes ces alertes, ou est-ce que vous pensez que ça va vous faire gagner du temps pour être plus souvent avec les animaux? Je pense qu'on va quand même gagner du temps parce que l'ordinateur, quand par exemple toute la nuit il va réfléchir, le matin on va arriver, on va voir toutes nos alertes et on va pouvoir s'organiser en fonction. Et une fois qu'on aura checké tout ce qu'on a eu à voir avec ça, on pourra continuer à faire notre travail habituel. Donc je ne pense pas qu'on perdrait du temps, au contraire même. Au contraire, ça sera peut-être plus précis, vous perdrez peut-être moins de temps à chercher là où il y a... Et on sera plus... Du coup, j'ai perdu mon mot, mais... tranquille peut-être, sereine. Tranquille et réactif. Et réactif. Voilà. Réactif en tout cas. Très bien. Merci en tout cas pour ce premier témoignage à vous. Alors, on va relancer la discussion avec vous. Oui, vous vouliez peut-être réagir Oui, pour réagir, pour faire un parallèle, parce que mon métier, moi, c'est surtout la machine, en fait. Voilà. Et en fait, on a beaucoup de maintenance prédictive qui arrive grâce à l'IA. Et je vous rejoins complètement. En fait, on a des notifications qui apparaissent sur le PC ou le téléphone pour nous dire attention, ce tracteur-là risque de tomber en panne dans les voilà. Et en fait, clairement, ça fait gagner un temps fou. Et quand on arrive le matin, qu'on a toutes les alertes, on sait vers lequel aller en premier, quoi. En fait, ma question, c'est pas parce que c'est pas nouveau les notifications sur les smartphones et tout. Il y a ça depuis très longtemps et tant mieux. Elles sont ciblées maintenant. Maintenant, elles sont ciblées. Par ordre d'importance, priorité ou pas. Et par contre, elles sont de plus en plus nombreuses, j'imagine, parce qu'on décèle de plus en plus de problématiques, de sujets. Il y a des décisions à prendre à un moment donné, donc il y a aussi. En fait, il faut définir des filtres. D'où là l'intérêt, du coup, la place, là encore une fois, de l'homme dans ce point de décision. C'est vraiment lui qui reste le centre de la décision. Par contre, comment on apporte à lui, ou du coup, nous, comment demain on pourra nous apporter toutes ces informations, ce sera vraiment un point important. Oui.
Alors, je vais faire réagir également, excusez-moi, je voulais faire également réagir votre collègue Damien sur cette partie-là. Est-ce que vous voyez également le côté prédictif dans la partie comptabilité, gestion ça se ressent également sur les alertes, quelque part aussi, quand la comptabilité ne va pas très bien ou quand il y a des choses qui ne vont pas très bien? Alors, aujourd'hui, on n'en est pas là. Non. Très clairement, on n'en est pas là parce que si je rembobine un peu le film, dans la session d'hier, ouais. On disait que pour faire du prédictif, il faut d'abord apprendre à l'IA. Donc il faut lui donner une masse de données qu'elle observe. Oui. Et à partir de ça, on peut faire du prédictif. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on est rentré dans une ère mondialisée où on voit qu'il y a énormément de volatilité, d'incertitude. Et donc, on a beau faire apprendre à une IA, d'abord on a des volumes de données qui sont relativement faibles par rapport à d'autres. Oui. Là, vous vous basez finalement sur vos nos adhérents, comptabilités. Voilà, uniquement sur nos comptabilités, même si on en a énormément en Bretagne, il n'empêche que ça reste mathématiquement des petits échantillons. Et que de toute façon, il y a tellement de volatilité, d'incertitude qui arrivent chaque année que les modèles, ils sont quasiment pour l'instant impossibles à stabiliser pour faire vraiment du prédictif. Et c'est pas là-dessus pour l'instant qu'on mise. D'accord. Et même si l'échantillon est particulièrement bien qualifié, parce qu'on est en Bretagne, on a des températures, un climat bien spécifique, donc par rapport à la Bretagne, quelque part... Oui, tout à fait. Les données sont homogènes, sont bien qualifiées, mais ça reste... on est soumis quand même aux aléas extérieurs. Et ce qui est vrai l'année dernière n'est plus vrai aujourd'hui, elle ne le sera pas demain non plus. Donc c'est compliqué sur un système instable d'asseoir un modèle prédictif. D'accord, ok. Très bien. Amira, comment vous voyez justement le conseil à travers ces différents propos et comment vous rapprochez finalement le conseil de la Chambre d'agriculture auprès de l'éleveur pour affiner aussi ce sujet-là? Vous avez aussi des tableaux, vous mettez en place des éléments qui permettent de faciliter l'approche conseil du conseiller chambre auprès de l'éleveur. Comment ça se passe? Pour nous, on agit pas à pas vers un conseil plus personnalisé. On choisit les cas d'usage qui démontrent d'une manière très concrète à l'éleveur les gains et l'impact que cette innovation aurait sur sa production. Parce qu'en fait, à la Chambre, l'innovation, c'est pas juste pour la technologie ou juste pour innover, ça doit répondre directement à aux attentes, aux besoins. Voilà. Terrain, très concret. Et d'ailleurs, je rejoins complètement parce qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est donné. Parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier que la base, c'est les données. Il faut fiabiliser les données, il faut améliorer leur qualité et leur quantité afin d'avoir vraiment des modèles qui sont performants. Donc c'est la base. On travaille beaucoup sur ça. On développe nos bases de données internes, on fiabilise, on centralise nos données. Et c'est effectivement pour permettre les développements d'intelligence artificielle de demain. D'accord. Alain Pobla, comment vous, Alban, excusez-moi, décidément, Alban Pobla, comment vous voyez aussi cette évolution à la fois du conseil et la façon dont vous pouvez apporter plus de pertinence à l'éleveur pour qu'il prenne les bonnes décisions? C'est détecter les bons moments où le technicien doit intervenir jusqu'à la gestion de ses tournées, c'est-à-dire au lieu de tourner automatiquement, systématiquement, avec un cercle de ferme dans son portefeuille toutes les semaines, tous les mois, et bien à partir de ces outils que l'on développe, il va pouvoir choisir les environnements où c'est le plus propice d'intervenir, donc les exploitations qui ont le plus besoin de ces conseils, les exploitations qui peuvent les demander spontanément, mais celles où on observe, on est en train de construire un concept de tour de contrôle chez Innoval. Pensez à la tour de contrôle qui pilote un aéroport. On construit en ce moment une tour de contrôle qui va être capable d'observer plusieurs fermes à la fois, jusqu'à du contrôle visuel des animaux, par exemple. Et ça va permettre aux techniciens, parce qu'on aura des compétences pointues de plusieurs personnes autour de cette tour de contrôle, de détecter des événements d'intérêt pour l'éleveur et pour l'éleveuse. Et à ce moment-là, soit on pousse une alerte sur un sujet particulier à un éleveur en particulier dans une ferme particulière, soit on propose notre aide concrètement d'aller intervenir sur l'exploitation pour discuter avec l'éleveuse ou l'éleveur de la problématique qu'il y a à résoudre. Donc vraiment l'enjeu pour nous, c'est encore une fois, c'est pas... Il y aura toujours faut pas dire toujours, mais il y aura encore dans pas mal d'années des techniciens auprès des éleveuses et des éleveurs de nos coopératives, mais leur métier change parce que aujourd'hui, il faut qu'ils maîtrisent un portefeuille de solutions et de produits qui est très vaste. Des centaines de solutions sont disponibles sur le marché, et c'est grâce à des outils que l'on développe en ce moment chez Innoval qu'on est capable de proposer ceux qui correspondent le mieux au bon prix, au bon ROI, au bon retour sur investissement pour l'éleveur.
qui vont être pertinents à aller et se déplacer dans les fermes et pas passer leur temps sur la route, pas passer leur temps sur leur ordinateur. L'idée, c'est vraiment de tout ce travail, tu le disais en amont, l'ordinateur, il travaille la nuit, c'est un peu ça. Ouais. Nos logiciels, ils travaillent tout le temps, pas que la nuit. Vraiment en permanence, 100% du temps, ils sont en train de réfléchir et d'analyser les données pour proposer, grâce à des modèles qui évoluent, je suis d'accord, qui évoluent plus vite qu'avant par le changement climatique, par la volatilité des prix, etc. Mais poussé par toutes ces données-là, on arrive à produire aux techniciens des outils d'aide à la décision pour bien intervenir auprès des éleveurs et des éleveuses. Mais demain, une partie du technicien, ce sera peut-être, mais sans remplacer le technicien, ce sera peut-être des chatbots. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être il y a du temps qui n'est pas ultra utile en discussion parce que peut-être à un endroit, l'éleveur ou l'éleveuse, il ne sait pas comment utiliser le logiciel parce qu'il l'a oublié, c'est normal, etc. S'il y a un petit chatbot à côté, il va discuter, le chatbot va automatiquement lui expliquer comment faire telle tâche. Et du coup, quand le technicien il vient, il se concentre sur, tu l'as dit, les choses utiles. Les choses très utiles, s'il y a un animal qui est malade, on va pouvoir passer du temps dessus et on va pouvoir réagir. Et un troisième point, pardon Olivier, mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est des fois on peut avoir un porcelet qui va rester le long d'une paroi, mais si le technicien ou le salarié arrive, le porcelet va peut-être se lever parce qu'il est un porc, c'est toujours très curieux et il va pas forcément conserver son comportement naturel. L'avantage d'avoir des outils qui observent 24/24, c'est pas pour remplacer les techniciens, c'est justement pour voir des comportements naturels des animaux qu'on ne voit pas en présence d'humains et qui vont permettre justement à des salariés de se dire tiens, au lieu de devoir courir dans tous les élevages tous les jours, regarder tous les lots, toutes les cases, je vais aller dans la case où il y a un problème et je vais consacrer le temps suffisant et nécessaire pour résoudre le problème. Donc encore une fois, les outils ne sont pas là pour remplacer des humains, ils sont là pour rendre le temps utile et le temps efficace. Alors, je vais donner la parole à Laura, puisque vous l'avez quelque part un peu interpellé, Alban. Laura, vous souscrivez et vous êtes d'accord sur cette vision des choses. Vous pensez qu'on va dans le bon sens, là, aujourd'hui ? Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Alban. Maintenant, voilà, on ne peut pas non plus dire... il faut prendre en compte aussi les inquiétudes de certains salariés qui sont pas du tout technophiles, qui... sans vouloir être réfractaire, mais qui ne s'y intéressent pas. Besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Oui, ou donc qui on ne s'y intéresse pas du tout. Moi, je sais que j'ai un collègue, l'ordinateur, faut pas lui en parler. Mais bon, au-delà de ça, je me dis que les outils seront fournis. Alors certes, je suis d'accord, les agriculteurs aiment toucher à tout, réparer, voilà. Mais en face des outils, il y aura toujours quand même des gens qui seront là pour faire de la maintenance, pour expliquer, pour venir, pour conseiller, pour aider. Donc, je pense que oui, ça peut être une inquiétude, mais si on a les bonnes formations, je pense que ça peut vite aller bien. D'accord. On va poser la question justement à notre trio de représentants. Donc peut-être vous, Pierre-Henri, vous pouvez nous parler peut-être quand vous formez vos équipes pour les rendre plus perspicaces par rapport à... Alors oui, c'est une vraie problématique, les formations. Ouais, c'est ça. En fait, il n'en existe pas toutes prêtes aujourd'hui, ou du moins je ne les ai pas trouvées. Donc en fait, je crois que Alban en a. C'est ça ? Quand t'interromps, Pierre-Henri, on forme 2500 éleveurs par an chez Innoval sur toutes ces problématiques d'utilisation. D'ailleurs, c'est pas des problématiques, c'est des fonctionnalités d'utilisation des outils d'aide à la décision. Mais c'est un vrai rôle qu'ont les coopératives d'accompagner les éleveurs et les éleveuses et leurs salariés, pas seulement les dirigeants des exploitations. C'est peut-être là où tu serais peut-être pas d'accord avec moi, mais tu aurais raison. C'est que c'est à l'échelon opérationnel aussi qu'il faut descendre. C'est pas juste l'éleveur ou l'éleveuse chef d'exploitation qui doit décider ou qui doit maîtriser. C'est tous les opérateurs. Ouais. Exactement. C'est tous ceux qui vont l'utiliser. Tous les maillons de la chaîne. Là, peut-être je te rejoins du coup sur ce que tu allais dire, c'est on doit aussi former l'ensemble des salariés. Alors, j'aime pas forcément ce mot former parce que c'est plus de l'acculturation. Je suis d'accord avec toi. C'est pas un modèle descendant obligatoirement. Puis il y a des craintes qui sont alimentées par la presse généraliste, tout ce qu'on entend sur ils ont utilisé l'IA, ils se sont suicidés, etc. Bon, on est très très loin de ça dans nos outils, mais l'enjeu, c'est vraiment comment j'utilise cet outil, comment je me retrouve pas un peu avec le sentiment d'être neuneux devant un outil que je maîtrise pas. C'est pas le cas. Il faut juste qu'on montre aux gens à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et je pense qu'ils s'en approprieront très facilement l'utilisation, comme un smartphone, comme un ordinateur en son temps. Alors, acculturation, voilà. Oui. En fait, on commence à avoir des formations comme ça on en a sur les logiciels. Oui. Maintenant, quand on y intègre l'IA, comment je fais moi dans mon métier au quotidien sur le terrain
pour faire en sorte que de comprendre toutes ces données qui se mettent à communiquer en fait. Et c'est là où on trouve pas. Et donc du coup, la seule façon de former, c'est ce que tu définis par acculturation, c'est que on voit bien que ça va partir sur des cursus, programmes de formation, on va dire au quotidien, mais qui vont durer 1 an et demi, 2 ans, le temps d'utiliser, de grandir en fait avec l'outil, qui lui évolue très vite quoi. Mais l'utilisation des logiciels, ça existe. Par contre, la gestion des priorités, des notifications, des alertes, de ce que la caméra a vu avec un cochon qui bouge pas. Comment on fait demain pour former les gens à travailler d'une nouvelle manière en fait. Et c'est ça en fait qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est la méthode de travail qui change. Alors, je voudrais vous entendre, et Amira et également Damien, là-dessus, parce que c'est vrai, hier, on a beaucoup parlé de l'acculturation, et notamment du fait qu'on a 2 métiers puissants qui arrivent, la connaissance de l'élevage, l'éleveur, et puis la connaissance de l'informatique, les data scientists ou autres. Et c'est la réunion des deux qui aujourd'hui est importante pour faire vivre l'IA, l'intelligence et autres. Donc il y a 2 métiers. Parfois on va chercher des gens dans d'autres secteurs d'activité pour rejoindre les champs d'agriculture ou d'autres startups spécialisées dans l'IA. Là, on a vu le robot chien tout à l'heure. Bon, c'est des gens qui travaillaient plutôt avec les démineurs, les gendarmes. Bon, ça n'a rien à voir vraiment avec le métier de l'agriculture, mais ils s'y intéressent en tout cas aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité que l'informatique, les geeks, comme on dit, s'acculturent de manière importante aussi à ce que c'est que le métier de l'élevage, pas uniquement quelque chose à travers des écrans, en fait, aussi. Il y a les deux, non? Pour que ça soit plus opérationnel, en fait. Parce que l'éleveur doit faire un effort vers l'informatique, mais peut-être que les gens de l'informatique doivent faire un effort pour s'intéresser de plus près aussi au monde de l'élevage, non? Alors juste pour témoigner très rapidement, donc nous on est vraiment sur le terrain, donc on est loin des geeks que vous citez. Par contre, on a dû mettre en place quelqu'un chargé de tout ce qui était nouvelle technologie dans l'entreprise, justement pour être capable de se dire voilà, comment j'utilise la donnée, qu'est-ce que j'en fais et comment je forme tous les gens qui l'utilisent. Donc ça revient à ce que vous dites. On a dû créer ce nouveau métier parce qu'on trouvait personne pour le faire. Oui, d'accord. Amira? Alors moi c'est un peu spécial parce que j'ai la chance de porter la double casquette. Je suis à la fois data scientist et également ingénieur agronome, donc je fais partie des 2 mondes et je suis passionnée par les 2 mondes. Mais j'invite aussi mes collègues data scientists et geeks à rejoindre l'agriculture parce que c'est un challenge véritable. C'est très difficile à prédire, c'est un terrain difficile. Alors, et passionnant en même temps. C'est très passionnant, c'est sûr. Alban peut-être ou Damien? Oui. Oui, j'allais inviter Amira à rejoindre mon équipe, mais ça ne se fait pas. Donc non, mais pour illustrer, c'est qu'effectivement, on est face à un besoin de double compétence. Savoir traiter la donnée, la manipuler, et savoir la valoriser et l'interpréter derrière. Et souvent, en tout cas dans les écoles, c'est 2 cursus différents. Tu as les agronomes d'un côté, les data scientists de l'autre, les statisticiens. Et en fait, nous, chez Serre France, on a été obligés, dans mon équipe, par exemple, de recruter des profils différents et complémentaires. Parce qu'il n'est pas question de laisser des data analystes seuls traiter de la donnée agronomique. Et il n'est pas question de former des agronomes à du traitement statistique. Chacun a des bases. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est les faire travailler ensemble en permanence, parce qu'ils sont complémentaires. Alors c'est vrai que dans des plus petites structures, on ne peut pas toujours se permettre le luxe d'avoir un agronome et puis un statisticien. Mais dans des équipes plus grandes comme les nôtres, nous, on mise beaucoup sur la complémentarité des compétences. D'accord, donc vous recrutez dans d'autres secteurs des personnes qui peuvent rejoindre vos équipes dans des métiers, notamment de la data et autres. C'est exactement ça. Et vous en trouvez? C'est compliqué. On a quelques profils comme Amira. Job dating, on va transformer la table ronde en job dating. Non, mais... intellectuellement, les gens ne sont pas constitués pareil. Ceux qui aiment le vivant, l'agronomie, au départ, ils ne sont pas complètement faits pour faire de l'informatique, quelque chose qui est plutôt froid et très carré dans les coins. Donc il faut trouver souvent le mouton à 5 pattes qui est un peu rond dans les coins. Mais ça fait longtemps qu'on en parle du mouton à 5 pattes. Si un jour on l'invente en informatique, ça sera formidable. Au moins en robot déjà, ça sera intéressant. Parce qu'il aura du mal à marcher quand même. Si je peux rajouter 2 angles à la question que vous avez posée, Olivier, il y a l'angle des interfaces. Vous avez dit faut maîtriser des tableaux, c'est informatique, mais je rappelle que l'IA, c'est normal, vous posez des questions naïves pour que ça parle à tout le monde. Mais l'IA, c'est aussi des interfaces vocales. Et on peut aussi, ce que fait Adventiel notamment, mais on peut écouter les sons, tu l'as dit, dans les élevages.
il y a tout un tas d'interfaces qui ne sont pas visuelles. Quand je vous parle aujourd'hui, je vous parle avec ma parole. Je vous ai pas fait un PowerPoint pour Exactement, répondre. je vous ai dit pas de PowerPoint. Voilà. Et donc, l'humain est intrinsèquement un animal qui communique par la parole. Et donc, si on donne aussi des outils... Quand on est dans la ferme et on est en train de manipuler des animaux, on va pas sortir son téléphone ou sa tablette pour taper dessus. On va tous à lire, etc. Donc, si on est capable de dialoguer avec une oreillette, avec une lunette connectée, etc., on va déjà amener une autre façon d'interagir avec les outils d'aide à la décision. Donc, il y a tout cet espace des interfaces qu'il faut travailler, ça c'est évident, et ça arrive. Le deuxième angle, il est plus général. Effectivement, ici, on a le secteur de l'agriculture qui est représenté, pas que les éleveurs et les éleveuses, mais aussi tous les employés, tous les collaborateurs, des coopératives, des groupes, etc., et jusqu'à la génétique. Et les outils d'IA, ils sont aussi très importants dans ces métiers-là. Vous êtes data scientist, Amira, et on sait aujourd'hui que c'est assez compliqué de manipuler les données, d'aller chercher des corrélations dans les données. Aujourd'hui, grâce à l'IA, arrivent des outils de recherche automatique dans les données massives, de détection automatique de corrélation dans les données, qui étaient compliqués à faire avant. On faisait ça avec des tableaux Excel de 100 000 lignes, etc. Aujourd'hui, il y a des outils qui vont aider des zootechniciens qui ne sont pas forcément mathématiciens ou des mathématiciens qui ne sont pas forcément zootechniciens en utilisant ces outils, à exploiter la donnée. Donc, il y a tout un champ hyper intéressant pour nos métiers à nous que amènent tous ces outils. Demain, je fais une conférence sur les 8 types d'IA qui existent et il y en a plein, des descriptives, génératives, etc., LLM. On n'en connaît qu'un seul dans le grand public, c'est les chat GPT, c'est les interactions en langage humain, mais il y en a plein d'autres. Et c'est tous ces outils-là que la filière agricole doit s'en emparer, parce que toutes, à leur niveau, amènent des solutions, que ce soit pour le traitement des données comptables, le résumé de documents, l'interrogation en langage naturel, la construction de bases de données intelligentes, etc. etc. Voilà. Il y a tout un tas d'outils, pas seulement au niveau de l'éleveur et de l'éleveuse, qui peuvent irriguer le secteur de l'agriculture. Si on devait, en quelques mots, on va dire, imaginer le monde de l'élevage demain, quels seraient les secteurs qui seraient peut-être en difficulté, qu'il faudrait peut-être reconvertir parce que l'IA arrive et transforme les métiers. Le métier de conseil, on a le sentiment qu'il est bien présent aujourd'hui et qu'il se renforcera demain. Est-ce que certaines tâches en amont ou en aval vont être peut-être plus impactées? Donc, quelque part, je vous demande quels seraient, selon vous, les impacts plus ou moins négatifs, ou en tout cas qui peuvent faire évoluer, faire évoluer le métier aujourd'hui et demain. Comment vous voyez ça, Amira? Je vois le futur comme l'agriculteur est le pilote, en fait, et l'IA, c'est le copilote qui va venir l'aider. Je rejoins complètement, hein. On parle toujours d'IA, mais il y a des IA. Donc les IA génératifs viendront alléger, soulager cette pression mentale que vit l'agriculteur. Les IA spécialisées techniques viendront alerter la surveillance de santé, les caméras de surveillance, tout ça. Ça viendra compléter le côté technique. Et l'accès à l'information, la vision globale, tout ça, ça va donner à l'agriculteur beaucoup plus de temps à développer son travail et avoir une vie aussi privée, développée aussi et épanouie. Voilà. Mais j'aimerais aussi développer un point, parce que ce qui a été dit, c'est très intéressant, au sujet de tout ce qui est intuitif et très facile dans l'IA. C'est en fait l'objectif, mais c'est là l'objectif de l'acculturation, parce que cette facilité ne doit pas supprimer ou effacer un côté caché qui est la formation à la sécurité, comment utiliser ces IA, comment fiabiliser le résultat, le sens de recul, hein, la distance, remettre en question le résultat, lire même les graphiques que l'IA nous donne. Bien et sûr. Arriver à une bonne compréhension de ce que l'IA produit. Exactement, et arriver à détecter les erreurs. C'est bien ça le sujet du conseil de demain. C'est vraiment arriver à regarder et à personnaliser son regard. Par le passé, on était dans une culture de l'oral. On est passé à l'écrit, au papier, à écrire et à mettre au stabilo. On a eu par le passé des grands tableaux blancs avec des chiffres qu'on écrivait dans les exploitations pour indiquer les performances des animaux ou autres. Et puis après, on est passé bien sûr au PC, à l'ordinateur, rentrer tous les chiffres dans les smartphones et autres, avec les gants qui n'étaient pas toujours adaptés aux écrans. Enfin, vous avez connu ça. Et puis maintenant, on revient peut-être avec l'IA de l'oral, avec un échange entre la machine et vous. Ça va demander encore une nouvelle expérience.
quelle est aussi derrière la sécurité qu'on apporte par rapport à la façon dont on s'exprime, la façon dont on va comprendre le message porté par l'IA, quelle est la traçabilité de tout ça. Parce qu'on dit toujours que l'éleveur sera le décisionnaire final. C'est bien, c'est très bien. En soi, là, c'est lui qui est responsable de son exploitation. Mais bon, il y a toute une chaîne en amont qui va produire de la valeur, du conseil, de l'information, du traitement. Vous avez aussi votre part de responsabilité jusqu'au final de la décision de l'éleveur. Et en fait, j'ai du mal moi, à bien saisir à quel niveau l'éleveur pourra dire bah non, écoutez, moi j'ai suivi les indications qui m'ont précédé, et à quel niveau va s'organiser un peu la chaîne de la responsabilité. C'est bien que l'éleveur au final puisse décider, mais vous avez quand même une part de responsabilité tous. C'est collectif, hein, voilà. C'est justement pour ça qu'au tout départ, je vous ai parlé justement du sens critique, d'être capable, en utilisant tous ces outils et tout ce qui va exister, de quand même avoir être le pilote, comme vous disiez. Et aujourd'hui, alors je vous laisserai la parole après, hein, parce que je suis beaucoup moins expert que mes collègues, mais l'épée de Damoclès qu'on a tous au-dessus de la tête en permanence, c'est la cybersécurité, la cybercriminalité, voilà. Et moi, je sais que tous ces outils, si demain ils sont pilotés par, je sais pas, une autre puissance, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'instabilité, qui nous dit que le conseil donné pourrait pas être plus néfaste pour la production que positif, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est en ça que je pense que l'effet de capacité d'être critique est primordial. Oui, et il ne faut pas retourner à l'âge des cavernes non plus, hein. On n'est pas là pour remettre uniquement des grosses fourrures sur soi, hein. Surtout pas, mais il faut être critique. Il faut être critique. Oui, il y a des solutions à ça. Alors, on a souvent l'image de ChatGPT, Mistral AI, on appelle ça des intelligences publiques. C'est-à-dire qu'elles sont détenues par des tiers et vous interagissez avec elles, vous ne savez pas tellement où sont les données. Mais aujourd'hui, il existe, et c'est ce qu'a fait DeepSeek d'ailleurs, moteur chinois, il existe des solutions open source où vous pouvez entraîner vous-même votre propre IA et elle devient une IA privée. Et on travaille là-dessus chez Innoval, c'est d'avoir notre propre IA à nous, qui n'est pas orientée justement parce que souvent les données sont massivement américaines. Donc avec un prisme de traitement de l'agriculture, de l'élevage. Enfin, vous voyez comment sont élevés les bovins aux États-Unis, pas du tout comme chez nous. Donc si nous, on est capable de reprendre le code source, on va dire, de ces logiciels qui sont souvent open source d'ailleurs, mis sur le marché par Google, Meta, gratuitement, etc. C'est les métiers de certaines des boîtes que je pilote. On maîtrise les architectures de réseaux de neurones, on crée des architectures propres à nos entreprises. Et une fois qu'on va être capable de les entraîner, elles vont tourner sur nos propres serveurs, donc en souveraineté géographique en France, en Europe si c'est nécessaire, on a des clients à l'Europe. Et là, on va pouvoir, au sens positif du terme, bien orienter ces outils pour qu'ils répondent ce qu'on veut qu'ils répondent à nos éleveurs et à nos conseillers. À pousser les bonnes solutions, les bonnes pratiques, être en accord avec la réglementation, etc. Bien sûr, le principe du cyber, il est très présent. Nous, on a nos propres data centers, ils sont audités, ils sont très très sécurisés, et on ne veut pas faire autrement que comme ça. Et on aura une table ronde demain sur la cybersécurité et la propriété des données. On rentrera dans le détail beaucoup plus. C'est vrai que là, on peut l'effleurer le sujet, mais on en parlera beaucoup plus, bien sûr. Et donc la question originelle, c'était qu'est-ce qu'on peut craindre de l'IA ? Moi, je pense qu'il faut craindre les gens qui doivent avoir peur, qui ont peur, ça va être les gens qui ne vont pas se former. Clairement, toute la jeune génération qui utilise nativement un smartphone sans toujours savoir comment ça fonctionne, ce que c'est qu'une application, c'est pas un reproche, comment y programmer une application. Toute cette génération-là qui va arriver, qui est geek, qui est technophile intensive au niveau de ces technologies-là, il faut qu'elle continue à se former. Il ne faut pas prendre faut pas considérer que les outils sont faciles à utiliser et donc à ce moment-là, on n'a plus besoin de se former. Tous les gens qui vont être laissés de côté, c'est des gens qui malheureusement n'arriveront pas à se former. Donc d'où l'ambition qu'il y a aussi dans nos groupes d'acculturer. Je préfère acculturer que former parce que, encore une fois, c'est comment on utilise un outil, tout simplement. C'est ça. Voilà. Et le deuxième enjeu, ça c'est très bien dit par Pierre-Henri, c'est l'expertise. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez avec un moteur de recherche ou une intelligence artificielle, vous devez être critique par rapport à sa réponse. C'est encore une fois, sans être trop dans le détail, ce n'est qu'une réponse statistiquement la plus probable, pertinente par rapport à votre question. Ça n'est pas forcément la vérité. Voilà. La vérité, c'est éventuellement vous qui la détenez par votre expertise. Donc, les outils que nous, on développe, en tout cas chez Innoval, c'est des outils qui ont vocation à faire gagner du temps, à synthétiser, à aller vite, etc. Mais à la fin, il faut que la personne qui utilise l'IA ait une expertise critique. Et ça se fait par de la formation. Voilà. Et c'est le cas. En agriculture, avant, on était un peu formé par ses parents, il y a 30-40 ans. Maintenant, on est au minimum, on a un minimum un BTS quasiment, en BTA, où on est presque même ingénieur. Donc, il y a quand même une montée en compétences des éleveurs et des éleveuses
les agriculteurs au sens large, qu'on n'avait pas avant, et qu'il faut introduire dans ces formations-là, au niveau des écoles d'agriculture, en tout cas principalement, le fait que ces outils-là vont devenir des outils du quotidien et qu'il faut former les élèves, les ingénieurs, les étudiants, au risque bien sûr, mais à tous les bénéfices que ça peut apporter et de comprendre comment ça fonctionne pour faire le bon choix quand une coopérative, un technicien vient vous proposer cette solution. Voilà. Et hier, nous avions des jeunes du Tech Agri Challenge qui intervenaient et l'un d'entre eux nous a dit très clairement, sans l'IA, ça sera fini. Voilà, donc lui, c'est clair, l'IA, il faut l'utiliser, c'est quelque chose d'habituel pour lui et c'est pour lui la voie qu'il faut prendre tout simplement. Il n'y a pas de questions en trop à se poser. Il y a des questions après sur l'utilisation, la façon de le porter, mais en tout cas, c'est la voie. Par contre, juste pour ajouter une chose, c'est assez européen comme position, ce que je viens d'exprimer. Il faut quand même voir qu'aux États-Unis, dans des grandes fermes de 10 000, 20 000 vaches, vous avez 70 employés qui ne sont pas des employés agricoles, c'est juste des employés. Ils n'ont pas de formation et ils sont drivés par des outils parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils font des tâches. Je ne dis pas que c'est un modèle qu'il faut adapter à l'Europe, mais en Europe, on a quand même cette chance souvent quand même d'avoir dans les fermes des gens qui ont un vernis agricole, zootechnique, qui est suffisant pour être autonome sur un grand nombre de tâches, peut-être pas sur le côté vétérinaire, tout le monde n'est pas vétérinaire. Aux États-Unis, vous voyez des fermes où les employés passent d'un jour de l'intralogistique à l'agriculture, à je ne sais quoi. Et donc, là-bas, certains outils sont absolument nécessaires parce qu'il n'y a pas de compétences agronomiques dans le collaborateur qui effectue la tâche. Voilà. Donc il faut la mettre soit dans les machines, soit dans les outils que manipulent les collaborateurs. On n'en est pas encore là en France, mais face à la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît en Europe, vous avez vu, les frontières ont été fermées aux États-Unis par Trump, mais aussi en Europe et en Espagne pour les vignerons, par exemple. Ça amène beaucoup de questions sur qui on va pouvoir recruter demain pour faire les travaux agricoles et quels outils on peut mettre dans leurs mains pour que, s'il n'est pas ce vernis agricole, ils puissent quand même réaliser des tâches qu'ils doivent effectuer dans l'exploitation. Très bien. Alors, juste avant d'entendre les questions du public, donc préparez vos questions. Sylvie va arriver avec le micro dans quelques instants vers vous pour que vous puissiez interagir avec les intervenants. Amira souhaitait apporter une précision. Oui, c'est un exemple de notre chatbot. Par exemple, aujourd'hui, nous avons développé un chatbot. C'est en cours, c'est un premier pas parce que c'est en cours de développement. Mais c'est ça, en fait, c'est l'objectif, c'est sécuriser l'accès à l'information. Donc, il est dans un environnement sécurisé et il va aller piocher dans une base de données avec des sources fiables, des publications scientifiques, des articles validés par nos experts, nos conseillers, et ça facilite l'accès à l'information. Ça donne aussi un conseil personnel et en plus, puisque les IA développées sur des données vont peut-être refléter, voire augmenter le biais des données d'origine, comme ça on est sûr que notre conseil sera pertinent, neutre et toujours précis. D'accord, merci pour cette précision sur ce chatbot en développement dans les chambres. Alors, question du public. Qui veut poser des questions? Une question, un commentaire, une observation, une interrogation peut-être. Monsieur là, tout au bout. Voilà, bonjour. Vous vous présentez, puis vous posez la question que vous souhaitez. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oh là, ne vous cassez pas la figure, restez avec nous. Voilà. C'est bon. Oui, ça marche. Bonjour, Damien Breteau. Je représente Barou, une conciergerie digitale au service des agros, des éleveurs, mais aussi des gros scopes. Donc, je travaille à les accompagner sur tout ce que vous venez de dire, sur l'innovation, l'intelligence artificielle, la data, mais aussi des sujets sur les AOAD. Et plus précisément, c'est sur ces outils-là que j'aimerais qu'on discute, parce que vous avez parlé d'acculturation et formation, et sur le côté profil assez technophile, enfin en tout cas Alban. Et moi je ne partage pas trop l'optimisme que vous avez sur les 30%, puisque quand moi je suis en contact avec ces éleveurs, je vois bien qu'avec le digital, parfois ils ont beaucoup de mal. Mais par contre, je partage vos conclusions sur l'intelligence artificielle et comment il faut gérer la data. Moi, ma question, c'est plutôt sur la transition entre l'acculturation et la formation. Parce que moi, je vois bien qu'ils comprennent que nos outils vont les aider. Par contre, comment les utiliser, prendre tout un système de données, le contrôler et l'apprendre, ça, c'est très, très difficile. Et comment aujourd'hui vous arrivez à vous y employer pour que ces éleveurs, donc au bout de la chaîne, puissent les utiliser facilement et qu'ils soient, on va dire, optimum pour eux très rapidement? Alors, 2 éléments de réponse à votre question.
Merci d'abord pour votre question. Premier élément de réponse, les études montrent que plus de 90% des agriculteurs utilisent des applications connectées. 80% ont 6 applications connectées sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Donc je pense qu'on peut dire que les agriculteurs sont connectés. Et j'ai bien parlé des early adopters et pas de ceux qui utilisent effectivement les plateformes d'OAD que vous évoquez. Et donc du coup là, on est d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on constate que c'est souvent, et c'est pas une critique pour ceux qui ne le sont pas, c'est les élevages les plus performants qui vont aller utiliser les outils les plus pointus. Et donc, c'est des élevages où il y a déjà une certaine forme de rentabilité financière qui permet d'investir sur ces outils et qui amène encore plus de rentabilité. Et cela, c'est plutôt 20% de la population, parlons franchement. Donc, tout le travail qu'il y a à faire d'acculturation, il est sur aussi les 80% restants. Maintenant, votre question, c'est comment on passe de l'acculturation à la formation. C'est ça tout l'enjeu. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut faire, c'est de faciliter l'accès aux outils, téléphone, tableau de bord sur ordinateur, à l'ensemble des personnes. Mais après, il faut quand même continuer à former les gens à l'expertise. Encore une fois, c'est une chose de donner des tableaux de bord, de leur donner un accès facile à la donnée analysée, prête à la décision. Mais la décision ne pourra pas être prise en bonne intelligence s'il n'y a pas l'expertise derrière. Donc là, je vous rejoins complètement. Et alors, je connais pas le détail, mais c'est un groupe comme Innoval. On a un catalogue de formation assez vaste. Je parlais de 2500 éleveurs formés. C'est à la fois sur les outils, en acculturation, mais aussi en formation technique. Donc, les itinéraires dont tu parlais tout à l'heure, sur les cultures, les itinéraires dans l'élevage, c'est ça qu'on fait. Je pense ce serait un vrai enjeu, effectivement, dans les programmes d'investissement d'avenir, de dire on ne fait pas que du financement d'outils, de machines, mais on fait aussi du financement de la formation de toute une filière, parce que c'est un enjeu énorme pour cette filière-là. Donc je vous rejoins, c'est un vrai enjeu sur lequel on travaille. On développe en ce moment des outils de e-learning, justement, pour démultiplier l'accès aux ressources. Comme ça, l'agricultrice ou l'agriculteur, il peut, quand il en a envie, parce qu'il a du temps libéré, parce qu'il a utilisé des outils automatiques par ailleurs, il peut prendre son temps pour se former au moment où il le veut. En plus, vous savez, les IA, elles sont très patientes, elles peuvent répéter 20 fois la même chose. Ça va pas être comme un formateur qui va avoir du mal à répéter 20 fois la même chose. Chacun a sa forme d'intelligence, chacun a sa culture ou ses connaissances. Et c'est là c'est intéressant avec ces outils qu'on développe en ce moment dans le domaine du e-learning, c'est que ils vont adapter aussi parce qu'ils sont réactifs et ils font de ce qu'on appelle du renforcement d'intelligence au fur et à mesure où ils interagissent avec les humains. Ils vont développer des méthodes pédagogiques qui vont être adaptées à chacun. Voilà. Donc la personne qui a un profil ingénieur, qui est hyper pointu, hyper technophile, il va pouvoir aller poser des questions plus pointues. Et la personne qui n'a pas ce profil-là, mais qui veut quand même des réponses à ces questions, elle va avoir des réponses plus pédagogiques, moins scientifiquement formulées, mais plus opérationnellement activables. Voilà, c'est ça l'idée. Donc l'enjeu, c'est de faire des formations, je suis d'accord. Et ça commence à arriver. Et l'IA va nous permettre de le faire. Laura, j'aimerais entendre Laura à côté. Est-ce que vous comprenez le questionnement de monsieur et comment vous l'interprétez dans votre métier au quotidien? Parce que vous disiez, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment eu de formation. C'est un peu... voilà, au fil des jours, le quotidien, on vous explique que là il y a un bruit, là il y a des choses à faire. Enfin voilà, c'est un travail au fil des semaines, quoi, un peu empirique. Oui, alors pour l'instant, nous, on n'a aucune formation et c'est en fait les personnes qui viennent mettre en place généralement les logiciels qui vont nous expliquer comment les utiliser. Oui. Maintenant... Voilà, et vous avez le sentiment qu'une fois que vous avez l'information sur la façon dont fonctionne le logiciel, vous savez quoi faire? Vous avez le sentiment que par moment vous êtes un peu démuni parce qu'on demande de plus en plus d'informations, de précision, donc aussi derrière les compétences qui suivent, j'imagine. On demande d'être de plus en plus pointu, donc on vous demande aussi d'être de plus en plus compétente dans l'interprétation de la façon dont la notification est apportée aussi, non? Donc je pense que là, c'est une question de personnes. Oui. Et d'éducation numérique aussi, je dirais. Parce que, bon, voilà, y en a qui, ont 60 ans, proches de la retraite, n'ont pas envie de s'embêter avec ce genre d'outils. Il y a des jeunes qui arrivent, qui sont nés avec des téléphones dans les mains. Ils ont 25 notifications, c'est pas un problème. Les autres, c'est assez panique. Non, mais on a tous des générations différentes de je pense que là, c'est il y a plus que la formation, il y a aussi... l'envie des personnes de s'y intéresser et puis leur facilité, leur capacité à utiliser les outils aussi. Ouais. Pierre-Henri, comment vous travaillez avec vos équipes ou votre équipe sur ce sujet? En fait, comme je vous disais, nous, on est vraiment dans la phase où on a collecté beaucoup de données et maintenant on essaie de la valoriser.
on a cherché différentes solutions et il a fallu qu'on crée des postes en interne. Pour pouvoir le faire, on s'appuie sur un réseau en fait où on est 17 ETA où on travaille ensemble et c'est ce qui nous permet du coup d'avoir aujourd'hui des gens qui travaillent sur ces sujets-là. Et l'idée, c'est que des data scientists, des gens qui ont la compétence informatique, technique, il y en a partout. Enfin, ils sont pas chez nous, quoi, voilà, clairement, et on les aura. Mais il y en a autour de vous. Par contre, il faut exactement faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est développer notre capacité à être de plus en plus experts dans notre métier, puisqu'on voit clairement que nos clients, en fait, qui sont éleveurs, eux, sont de plus en plus experts dans leur métier, les attentes évoluent. Donc, en fait, on souhaite d'abord bien maîtriser toute cette partie d'expertise et de compréhension, être capable de suivre le rythme de l'évolution technologique pour demain, au quotidien, apporter les outils à toutes nos équipes et les acculturer, du coup, si je prends le mot de la journée, Oui. à les utiliser petit à petit. Voilà comment on fait. En fait, c'est vraiment de l'apprentissage au fur et à mesure. D'accord. Et au sein de Serre France, comment on travaille sur ce sujet, Damien? Je pense qu'il faut garder une certaine diversité de profils chez les conseillers. Moi, c'est un peu le mantra. Ouais. Parce que de toute façon, on aura toujours des agriculteurs qui ne souhaiteront pas, qui ne voudront pas, qui ne pourront pas utiliser l'IA. Et eux, il n'y a pas de raison qu'on les laisse sur le bord de la route. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut qu'on ait en face des gens qui soient capables de conseiller à l'ancienne, juste avec les données métiers dont ils disposent. Puis il faut qu'on ait des gens, des conseillers qui soient capables de faire un peu du mixte, c'est-à-dire de prendre les données qui sortent de l'IA et d'avoir un sens critique. Et puis on aura peut-être des conseillers qui n'auront peu de culture métier et qui voudront s'appuyer 100% sur l'IA. Voilà, moi je mise plutôt sur non pas une hyper spécialisation, mais une diversité de profils pour répondre à toutes les situations des adhérents. Et on risque pas, à terme, sans tomber encore dans les grosses inquiétudes, de se retrouver avec une très grande fracture numérique entre ceux qui sont en capacité d'utiliser les outils, les tableaux de bord, de bien prioriser toutes les notifications, d'avoir une capacité d'utiliser tous ces outils, en plus de faire remonter de l'information pour être encore plus en capacité de répondre. Et on va se retrouver avec deux mondes, un monde super entraîné et puis un autre un peu moins en fait. Je pense que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, hein, de toute façon. Et ce sera encore le cas demain parce qu'effectivement, il y a une fracture aujourd'hui parce qu'on a des nouveaux outils. Mais ces outils-là dont on parle, dans un an, ils auront disparu, il y en aura des nouveaux, etc. Donc cette fracture, elle va être entretenue. Simplement, le gap va se déplacer et on aura toujours différents profils d'agriculteurs. Ceux qui seront toujours à la pointe et ceux qui seront toujours sur des méthodes plus anciennes. Et il faudra toujours du monde pour accompagner tous ces agriculteurs. Voilà. Donc on rentre de plus en plus dans le monde du serviciel, hein, de plus en plus de services pour accompagner tous ceux qui sont également opérationnels et sur le terrain, quoi, en fait. Et je rebondis sur ce que tu dis. Il faut aussi qu'on apprenne à nos agriculteurs à se poser davantage la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA? Des fois, on n'a pas le choix. Mais recourir systématiquement à l'IA parce que c'est dans l'air du temps, je pense que c'est pas la bonne chose. C'est hyper utile, mais on ne fera pas de l'IA partout, on n'aura pas les moyens énergétiques. En plus. Donc, il faudra prioriser. Et acculturer les agriculteurs aujourd'hui, c'est déjà, à mon avis, leur faire se poser cette question de est-ce utile ou pas de recourir à l'IA pour ce que j'ai à faire. Peut-être Olivier, si je peux me permettre, très vite une petite remarque. Et on conclut avec vous. Je suis très optimiste, je suis désolé, mais c'est mon rôle chez Innoval de voir 50-10 ans à l'avenir ce que les outils vont devoir faire. Moi, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur les éleveurs et les éleveuses. Il ne faut pas les surcharger d'ambition, de formation, etc. C'est aussi à nous, éditeurs de logiciels, éditeurs de solutions, de faire des interfaces tellement convivial, tellement naturel, en langage naturel, que va plus se poser la question de l'acculturation ou de la formation. Et c'est un vrai enjeu, ça. C'est là où on doit progresser, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu complexe, des fois, effectivement, de rentrer dans un tableau de bord. Demain, il faut qu'on soit capable, qui qu'on soit, d'interagir avec ces outils-là, et sans avoir à faire des heures et des heures de formation. Et c'est un vrai progrès qu'on doit mettre en œuvre maintenant. Très bien, merci pour ces précisions. Un petit mot de conclusion. Je vais vous demander aux uns et aux autres quel message vous avez envie de faire passer par rapport à cette thématique qui était portée depuis ce matin sur ce thème qui nous intéressait tous, sur l'IA et l'évolution des métiers de l'agriculture. Allez, on commence avec vous, Laura. Moi, je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ouais. Que ça ira quoi qu'il arrive, et que même si on ne prend pas le pli, le métier continuera à exister. Très bien. Alban, très court, hein, Alban.
Très court, donc parions sur des interfaces les plus naturelles possibles. Et c'est ça qui va nous faire accepter et mieux utiliser les IA. D'accord, mais là vous êtes plus du côté de l'innovateur que vous êtes que du côté éleveur. Ah pardon. Je relance pas, c'est vrai. C'est mon côté optimiste. C'est très mauvais. Il faut que les éleveurs et les éleveuses se disent qu'on est en train d'y travailler pour eux et qu'ils doivent garder leur optimisme. Bientôt, il va y avoir des outils et c'est déjà en train d'être développé à travers des chatbots, des outils conversationnels qui vont arriver, qui vont simplifier leur relation à ces outils-là. Très bien, merci. Damien. Moi, je dirais gardons l'humain au centre. Voilà, c'est ça l'important. L'outil, l'IA, on avance, mais il faut garder l'humain au moins à côté, voire devant. Très bien, on retrouve bien le sens pragmatique de Serre France, et également de Pierre-Henri. Moi, en fait, je pense que c'est une énorme opportunité de mieux prendre en compte tout l'environnement autour de l'éleveur pour produire mieux. Très bien. Amira. Moi, je dirais l'agriculture a toujours innové. Une nouvelle opportunité se présente, alors saisissons-la. Très bien, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé. Merci à nos intervenants et merci à vous pour votre participation. Nous avons vu aujourd'hui que l'IA n'est pas seulement une affaire de machine, elle transforme en profondeur les métiers du conseil à la comptabilité, en passant par les travaux agricoles et l'élevage. Je vous invite à poursuivre la discussion et à découvrir les autres temps forts sur l'Espace pour demain. Il y a des ateliers à venir, également des animations et du matériel de présenter. Merci à tous, merci à toutes et à bientôt sur l'Espace pour demain.